un petit peu plus tard, mais c'est quand même un bon groupe déjà. Je vois quelques noms que je connais déjà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Galen Robertson. Je travaille comme spécialiste en sciences de bâtiment pour la CHL, pour l'équipe de sciences de bâtiment. Anciennement, c'était des services professionnels, des services techniques, mais on a changé de nom cette année. Euh, je suis aussi accompagné par John Kurdrowski, gestionnaire de projet pour l'Association nationale des agents de bâtiments des Nations, qui vont m'aider un petit peu à répondre à des questions. Puis, si jamais vous avez des questions, comme Mouni a mentionné dans la boîte de clavardage, tu peux les taper là ou les conserver à la fin puis les poser à la fin. On va avoir une session de questions et réponses. Un petit peu d'informations sur moi. Je travaille au sein de la CHL depuis 15 ans, autant comme spécialiste en sciences du bâtiment en faisant des inspections puis des services de consultation en, en technique de bâtiment, mais également en livraison d'articles 95 puis Parel avec l'équipe des logements des Premières Nations pendant quelques années aussi. Donc, je suis un petit peu au courant du contexte puis l'importance de la moisissure dans les communautés des Premières Nations. Puis je vais essayer de mettre au profit de vous toutes mes connaissances puis expériences avec ce matière aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça. Cette présentation vise à donner un aperçu général de la moisissure. La moisissure est partout. Les structures à ossature de bois sont vulnérables à l'eau et à l'humidité. L'eau et l'humidité circulent constamment dans le toit, les murs et les plafonds, principalement sous l'effet des courants d'air. Elles prennent souvent la forme de vapeur qui se condense et adhère à diverses surfaces. Puis chaque maison sèche dans une certaine mesure, mais s'humidifie en raison des cycles saisonnières. Donc, c'est sûr que rentrant dans l'automne maintenant, commence à avoir plus de l'humidité emprisonnée à cause de toute la gamme d'humidité des matériaux pendant l'été. Donc, c'est un moment vraiment propice pour discuter tout ça. Euh, Donc, ce webinaire vise à transmettre les principaux généraux et les faits qui permettront aux communautés des Premières Nations de bâtir et de rénover des logements de façon à réduire les problèmes d'humidité et à prévenir la moisissure. Euh, Puis les thèmes généraux suivants sont présentés dans la présentation. Donc, un, les principes directeurs. Deux, comprendre l'humidité. Trois, code pour la construction résidentielle. Puis quatre, rénover pour empêcher la moisissure. Donc, on va couvrir plusieurs différents sujets. L'exposition à la moisissure a des effets variés à la fois sur le bâtiment et sur les occupants. Vous accueillez une compréhension de base de l'humidité ainsi que des concepts et pratiques de contrôle de l'humidité à l'intégrer dans une rénovation ou une construction neuve. La moisissure est un problème d'abord et avant tout parce qu'elle indique une forte teneur en eau. Elle a une énorme incidence sur nos bâtiments. Par conséquent, excuse-moi, il est important de garder une longueur d'avance et de déterminer les sources de danger ou les sources d'eau afin de pouvoir remédier aux préoccupations potentielles en matière de santé et sécurité. Euh, donc, lors de ce webinaire, vous découvrirez les principes directeurs de la construction et de la rénovation permettant à prévenir les problèmes d'humidité et de moisissure. La relation entre l'humidité et la moisissure, ainsi que les conditions favorisant la présence de moisissure, le fonctionnement des bâtiments et les solutions aux problèmes d'humidité et de moisissure basés sur les principes de l'approche systémique, excuse-moi, de la maison ou la maison comme un système. Les pratiques de construction et d'innovation qui préviennent les problèmes d'humidité et de moisissure, le rôle de la ventilation mécanique, l'importance de construire et de rénover en tenant compte des besoins des occupants et de la nécessité de réduire l'humidité dans la maison. C'est ça. Ce webinaire donne un aperçu factuel de la moisissure dans l'environnement de nos bâtiments. Pour se développer, la moisissure a besoin de quatre éléments, de l'oxygène, une température comprise entre 4,4 et 37 degrés Celsius, une source de nourriture organique. Donc, quand on parle d'une source de nourriture, on parle du papier, du carton, du bois, du tissu, toutes sortes de matériaux qui peuvent pourrir essentiellement, la nourriture également. Euh,
Il n'est pas surprenant de constater que la moisissure est souvent présente dans le bois d'œuvre et dans les zones humides. Les tapis souillés dans les endroits humides, les sous-sols humides, les placards remplis de marchandises ou biens, la condensation dans les fenêtres, les joints non scellés dans les zones humides dont sont quelques exemples parmi d'autres. Donc, il y a plusieurs sources d'humidité qui peuvent affecter la maison, puis plusieurs sources d'eau qui peuvent potentiellement affecter la maison. Euh, on va commencer avec les principes directeurs. Avec des logements de meilleure qualité, les occupants et les communautés sont plus heureux et en meilleure santé. Les problèmes d'humidité dans l'enveloppe de bâtiment ont trois causes fondamentales. Un, les sources externes d'humidité. Deux, les sources internes d'humidité. Et trois, l'humidité présente dans les matériaux. Par exemple, le bois d'œuvre mouillé, du béton coulé sur place, le plâtrage des joints, tout ce qui est à base de l'eau. La moisissure se développe partout où se trouve de l'humidité, une température modérée et une source de nourriture. Donc, si on élimine une de ces facteurs-là, on peut souvent éliminer la moisissure ou la possibilité d'avoir la moisissure. Euh, une bonne fondation ne suffit pas. Il faut aussi porter attention aux détails. Donc, il faut qu'on prenne en compte le site de construction. Est-ce que c'est une marée ou un endroit très bas qui ramasse l'eau tout le temps? On doit aussi porter attention sur la méthode de construction. Est-ce que notre type de fondation et notre type d'enveloppe est approprié pour l'environnement? La connaissance et la compréhension des normes de construction acceptables à respecter. Donc, est-ce qu'on se construise conformément au code pour éviter des problèmes futurs? La compréhension des matériaux les plus appropriés et de la méthode d'exécution le plus adaptée. La compréhension de base de la science du bâtiment. Pourquoi est-ce que la situation se produit? Donc, tous les logements construits sur les territoires des Premières Nations sont assujettés à la plus récente version du Code national du bâtiment ou à une norme locale qui dépasse les exigences du CNB. Donc, en d'autres mots, il peut y avoir un code propre à la communauté, mais il faut que ça soit égal ou supérieur aux exigences du Code national. Même si tous les logements ne sont pas inspectés, il incombe aux responsables de la Première Nation de s'assurer que ceux-ci sont conçus et construits conformément au CNB actuel. Puis, n'oublie pas que le CNB, c'est le minimum acceptable pour la construction résidentielle. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idéal, mais c'est au moins le minimum pour éviter des problèmes puis avoir une qualité minimale de construction. Un domicile fait partie de son milieu environnant. Donc, sa conception doit se faire en fonction de son emplacement, du climat et des caractéristiques du site. Elle consomme beaucoup de ressources lors de sa construction et encore plus pour le chauffer et l'alimenter en électricité. Elle devrait durer longtemps. Selon le CNB, sa durée de vie devrait être de 50 ans. La longévité dépend de la qualité de la construction et du choix minutieux des matériaux et des détails de construction. Nous devons bâtir pour l'avenir, surtout dans cet environnement en évolution. Donc, environ 50% des logements des promonations présentent des problèmes de moisissure. De plus, nous entendons souvent dire que les logements ont une durée de vie moins que 50 ans. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ben, probablement la moisissure et la façon dont les maisons sont conçues font certainement partie des nombreux problèmes critiques. Donc, pour bien fonctionner, une maison doit être envisagée comme un système. Pour construire et rénover des logements de meilleure qualité, il est essentiel de comprendre le fonctionnement d'une domicile ou d'une maison. Les changements apportés à une partie du système ont une incidence sur l'ensemble. Donc, si on change notre système de ventilation ou le scellement de nos ouvertures comme les fenêtres et portes, ça peut avoir un impact sur comment la maison performe. Donc, on peut peut-être avoir des problèmes d'humidité suivant une innovation qui va améliorer la résistance thermique des murs et des plafonds, ainsi que le scellement des fenêtres. Donc, des fois, il faut augmenter la ventilation pour pallier à cette changement. Donc, c'est juste à dire qu'on ne peut pas changer un élément sans prendre en compte l'impact que ça va avoir sur les autres systèmes et les autres éléments du bâtiment.
En gros, une maison est un système. Les trois principaux éléments du maison en tant que système sont l'enveloppe du bâtiment, les systèmes mécaniques tels que le chauffage, climatisation et ventilation, et les occupants. Le quatrième élément à prendre en compte, c'est l'environnement externe. Les habitations doivent être construites en fonction du climat dans lequel elles sont situées et doivent tenir compte des températures de la région tout au long de l'année, des conditions de vent et de l'exposition à celui-ci, de la nappe phréatique et du risque d'inondation, ainsi que des précipitations dans la région, telles que la pluie et la neige. En général, le revêtement extérieur ou l'enveloppe du bâtiment est une ligne de défense essentielle pour limiter les infiltrations d'eau et de l'humidité. Juste comme un exemple, j'avais une maison avant qui était comme une ancienne roulotte qui a été posée sur une fondation permanente. Donc, ça mesurait 65 pieds de long et 14 pieds de large. Donc, c'était très long et très étroite. Puis, c'était situé dans une orientation nord-sud. Donc, premièrement, j'avais quasiment pas de lumière parce que le devant de ma maison se passait au nord. C'était pas exactement super gagnant. Puis, en plus, les vents prédominants dans la région, c'était ouest vers l'est. Donc, j'avais 65 pieds de mur exposés vers l'avant, puis j'avais 13 fenêtres. Je peux te dire que c'était froid dans l'hiver avec les vents. Donc, si la maison avait été située plus dans une orientation ouest-est ou est-ouest, j'aurais eu comme bien moins de problèmes d'infiltration d'air tout le long de l'année. Donc, c'est-à-dire que l'orientation du bâtiment peut avoir un indice assez important, un incident, excuse-moi, assez important sur la performance du bâtiment aussi. Puis, on va parler de ça un petit peu. Les problèmes d'humidité deviennent des problèmes de moisissure. Que ce soit en rénovation ou en construction, il est important de reconnaître que les problèmes de moisissure sont causés par des problèmes d'humidité. Contrôler l'humidité égale un contrôle sur la moisissure. Euh, le problème commence lorsque la charpente est humide. Une fois l'humidité s'installe, la destruction fongique commence à se développer. Il est facile de constater que les surfaces humides ou mouillées peuvent créer de la moisissure dans n'importe quel logement. La présence d'humidité pendant une période suffisante et sur une surface appropriée favorise le développement de la moisissure. Si vous pouvez le voir ou le sentir, le problème est déjà présent. Examinez immédiatement les zones foncées, décolorées, en particulier sur les murs, les plafonds et les zones dissimulées facilement accessibles. On recommande donc aux occupants de communiquer avec leur service de logement dès qu'ils constatent des problèmes d'humidité. Donc, minute que tu commences à voir des cernes noires ou blancs ou beige sur les murs, les plafonds, les planchers, c'est un bon moment d'informer le service d'habitation qu'il y a peut-être une fuite quelque part ou une accumulation d'eau quelconque avant que ça devienne plus grave. Les gens produisent de l'humidité. Les maisons et leurs occupants peuvent produire jusqu'à 30 litres d'eau par jour. C'est quand même beaucoup. Euh, Puis c'est pas vraiment un problème en été qu'on a des fenêtres ouvertes, puis tout ça, une bonne ventilation passive, tout ça. Mais en hiver, quand tout est fermé, on doit fier pas mal au système mécanique pour ventiler, puis des fois, ça peut nous causer des problèmes d'un taux d'humidité trop élevé dans la maison. Donc, quand est décidé de limiter des matériaux et d'une manque de protection, au cours de sa première année, une nouvelle habitation peut générer des milliers de litres d'eau. Donc, tous les matériaux qui sont utilisés pour construire la maison absorbent l'humidité puis le dégagent lors de la maison commence à être occupée puis commence à sécher. Accordons-nous suffisamment d'attention à l'étanchéité, à la ventilation de nos bâtiments pour réduire l'humidité? C'est une bonne question. Souvent, si on néglige les détails d'enveloppe, puis les systèmes mécaniques de la maison, on peut se ramasser avec des problèmes d'humidité dans la maison plus tard. Les fuites d'air peuvent être responsables de 30 à 50 du coût de la facture de chauffage dans une habitation. Donc, ce n'est pas juste une question d'infiltration d'air puis de confort, c'est aussi une question de coût. C'est aussi intéressant de noter qu'une corde de bois résineux, excuse-moi, libère 130 litres d'eau pendant une période dans une saison de chauffage, excuse-moi. Donc, c'est important d'entreposer le bois de chauffage dehors ou dans un abri externe pour éviter qu'on amène encore plus d'eau dans la maison. Euh, Vous vous souvenez des anciennes maisons mal isolées? La moisissure se développait rarement, étant donné que les murs étaient mal étanchisés et étaient peu isolés ou même pas isolés.
l'air chaud s'échapper et sécher l'ensemble de l'enveloppe avant que l'humidité ne puisse causer des dommages. Puis des matériaux de construction secs ne excuse-moi. Puis des matériaux de construction secs ne demeureront pas secs, exemple de moisissure, s'ils ne sont pas rangés convenablement. Donc, c'est important sur les chantiers de rénovation ou de construction de s'assurer que les matériaux sont bien rangés puis bien entreposés. Puis revenir au premier point sur les anciennes maisons. Dans le bon vieux temps, les maisons étaient non isolées puis non étanches à l'air. Donc, c'est sûr que la moisissure ne se développait pas parce que l'humidité avait des façons faciles de quitter la maison, de sortir de la maison. Maintenant, avec les enveloppes de bâtiments plus étanches, c'est plus le cas. On a des maisons très bien isolées puis des enveloppes très bien scellées. Donc, il y a très peu de moyens pour l'eau de sortir. Puis, on se fie beaucoup à les systèmes mécaniques. C'est pas une mauvaise chose. Les maisons sont plus faciles à chauffer, sont plus confortables avec les coûts d'énergie qui augmentent. C'est des facteurs très importants maintenant. Euh, Puis, c'est juste à garder en tête que maintenant, on ne peut pas fier à la ventilation passive comme on pouvait dans le passé. Euh, Sur l'image, sur le diapo, on voit qu'un orifice de 2 cm par 2 cm dans l'enveloppe du bâtiment peut générer 30 litres d'eau ou d'humidité. Par conséquent, les constructeurs sérieux consacrent du temps et des efforts à installer des barrières résistantes à l'eau, à assurer une isolation adéquate et à assurer une bonne étanchéité pour réduire les problèmes d'humidité. Donc, quand tu penses, c'est très important de sceller le pare-vapeur puis le pare-air pour éviter des trous qui peuvent laisser passer énormément d'eau. Donc, une pare-vapeur continue va laisser une certaine quantité d'eau passer, à peu près une tiers d'un litre d'eau. Mais des trous comme un orifice de 2 par 2 cm va laisser passer 30 litres d'eau. C'est une énorme différence. Donc, c'est très important de sceller en arrière des interrupteurs puis des prises d'électricité parce que souvent, ils coupent le pare-vapeur pour insérer la boîte, puis ils ne mettent aucune pare-vapeur en arrière. Ça fait un gros trou qui laisse énormément d'eau passer en arrière. Si tu n'as jamais fait la démolition, souvent dans les mettons des maisons des années 80, quand tu enlèves le gypse, en arrière, tu vois ton boîte électrique, tu le défères, puis c'est tout noir en arrière. C'est à cause de la venue d'air qui passe facilement à travers, puis laisse l'eau accumuler sur l'isolant en arrière avec toute la poussière puis la saleté qui est dans l'air qui s'accumule sur la fibre de verre ou l'autre, n'importe quel isolant qui est là. Donc, c'est un bon exemple de cet effet, en fond. Euh, Code de bâtiment et les inspections. Le Code national du bâtiment est le Code de construction modèle du Canada. Elle est mise à jour et publiée dans toutes les 5 ans. Il ne s'applique que lorsqu'il est adopté par l'autorité compétente, mais comme nous avons discuté tantôt, il faut que ça soit adopté ou sinon il faut que le conseil demande ou la communauté adopte un code plus exigeant. Lorsqu'il est adopté, les plans sont examinés, des approbations sont émises et l'inspection des bâtiments est programmée selon le code. Ceci ne devrait pas être confondu avec les inspections d'étape ou les inspections de parachèvement. Ça, c'est plutôt des inspections qui sont faites pour établir le pourcentage de progression sur le chantier pour des avances de fonds. Ça, c'est une autre chose qui se fait en parallèle. Des fois, les deux se font en même temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Sans un examen et une supervision approfondie, le logement serait le plus souvent de mauvaise qualité. Ben, ça peut arriver. Et les problèmes passeront inaperçus dès le départ. Par exemple, a-t-on installé une pare-vapeur, une pare-air ou même la quantité suffisante d'isolant? Si on ne vérifiait pas, ça se peut qu'il va y avoir des lacunes au niveau de la qualité de mise en œuvre sur le chantier. Puis ça arrive partout. On le voit souvent sur les chantiers partout au Québec. Ou même une mauvaise pose du bois d'œuvre. Exemple, tu as 3-4 pièces de 2 par 4 ou 2 par 6 pour faire un coin. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'isolant qui va là. Et ça va être pas mal en hiver quand c'est moins 30 ou moins 40. Puis bon, c'est pas exactement l'idéal. Parlons maintenant des codes du bâtiment. Ces codes définissant les normes minimales acceptables concernant les bâtiments. Cela nous mène au terme autorité compétente. Les administrations locales peuvent adopter leurs propres codes du moment qu'ils sont plus exigeants que le CNB. Ils ne peuvent pas être moins exigeants. De plus, pendant la construction, les inspections prévoient des examens et une supervision pour s'assurer une conformité raisonnable au code.
La méthode la plus efficace pour détecter les dommages causés par l'eau et la moisissure sur les matériaux de construction consiste à effectuer une inspection visuelle le plus tôt possible, même aux premières étapes de la construction. Donc, exemple, même aux premières inspections, si on voit que le bois d'œuvre est tout plein de taches noires, puis tout ça, on peut se questionner si c'était entreposé dehors, puis c'est peut-être moisi, puis avoir une teneur d'eau trop élevée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut peut-être capter lors des inspections. Les points clés. Si les sources d'humidité ne sont pas maîtrisées, la moisissure se propagera. Une maison fonctionne comme un système. Une maison fait partie de son milieu environnant. Tout commence par un bon site et des bonnes fondations ou une fondation appropriée pour le site. L'humidité produite par des occupants crée de la moisissure si elle n'est pas bien contrôlée. Il convient de construire des maisons étanches et d'assurer une ventilation adéquate. L'excellence des compétences techniques en matière de construction est essentielle, tout comme le respect du code de bâtiment et le recours à des inspections systématiques. Une maison doit être conçue en tenant compte de ses occupants. C'est tout des très bons points. Exemple, des maisons doivent être conçues par le nombre d'occupants qui vont être dedans. Une maison qui est conçue par 4 occupants, qui va recevoir 8, va avoir probablement des problèmes de performance au niveau du système de ventilation. Puis une usure prématurée probablement aussi. Donc, c'est très important. Le choix de site va avoir une incidence aussi, comme je parlais tantôt, si le site est très swampeux, il va avoir la misère à avoir une fondation conventionnelle sans avoir une inondation quasiment chaque printemps. Euh, on veut vraiment construire des sous-sols puis non des bateaux. Donc, même si on met la meilleure membrane au monde, on fie pas mal aux pompes de puissance. Puis s'il y a jamais une panne de courant, puis la batterie de backup ne marche pas, ben tout à coup, tu as 4 ou 8 pouces d'eau dans le sous-sol, puis c'est tout scrap. Qui est arrivé chez moi à Dolomant le 9 août, ici à Pincourt, où est-ce que j'habite, on a eu une go inondation, puis on a eu 8 pouces d'eau au sous-sol, puis on a tout perdu à cause du fait que la pompe de puissance ne marchait plus. Donc, ça peut arriver très vite, puis c'est c'est très grave quand ça arrive, puis c'est des gros coups de nettoyage, je peux te dire. Euh, donc, on va passer au module 2. Comprendre l'humidité. L'humidité ou la vapeur d'eau se déplace à l'intérieur et l'extérieur d'une habitation de 3 façons, avec les courants d'air, par diffusion à travers les matériaux et par transfert de chaleur. Et puis, on va discuter ça un petit peu plus en détail. Vous souvenez-vous de l'illustration avec un orifice de 2 cm par 2 cm sur la dernière diapo, où il y a quelques diapos? L'humidité et l'eau peuvent se déplacer dans les murs, le plafond et le plancher d'une habitation, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment, par l'infiltration d'air et par diffusion. L'humidité a tendance à se déplacer d'une zone où la température et la teneur en eau sont élevées vers une zone où elles sont plus basses, d'où son nom, l'infiltration et l'exfiltration. Les photos montrent des signes évidents de déplacement de l'humidité. Les lois de la physique régissent la réaction de l'air humide à diverses températures. La température et la concentration d'humidité auquel la vapeur d'eau commence à se condenser s'appelle le point de rosée. Donc, une masse d'air chaud peut contenir beaucoup d'eau, plus qu'une masse d'air froide. Puis à cause de ce fait-là, quand l'air se refroidisse, il perd son manière et son façon de garder l'eau dans l'air. Puis ils doivent laisser partir cette eau, puis cette eau va condenser sur les matériaux froids. Puis c'est là le point de rosée. C'est le point où est-ce que l'eau va commencer à condenser sur les matériaux qui touchent. L'humidité est à l'origine de la formation de la moisissure. L'humidité peut entraîner la formation de la moisissure et la moisissure est le symptôme, le problème est l'humidité. En réglant le problème d'humidité, vous réglez le problème de moisissure. Au quotidien, les occupants des habitations peuvent produire beaucoup d'humidité en se baignant, en faisant la cuisine, lavage, séchage du linge, toutes sortes d'autres activités. L'humidité peut provenir des matériaux de construction également. Puis dans la première année, il dégage énormément d'humidité.
L'humidité peut s'infiltrer dans une maison par le contact avec le sol aussi, et les failles dans les murs, les fenêtres, les portes et la toiture qui peut laisser rentrer l'eau. L'humidité peut aussi provenir d'autres sources comme la plomberie. Donc, les fuites de plomberie peuvent aussi contribuer à des problèmes de humidité et de moisissure. Euh, L'équilibre de l'humidité. L'air circule à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment en raison de la différence de température. Au-dessus du niveau du sol, l'humidité peut sécher à l'extérieur ou à l'intérieur, selon la température et les conditions d'humidité, mais l'humidité au-dessus du niveau du sol ne peut pas sécher que à l'intérieur, excuse-moi. Donc, c'est sûr que le sol à l'extérieur est toujours plus mouillé que ce qui est à l'intérieur de la maison, donc l'eau va sécher à l'intérieur de la maison. Cette diapositive montre que même dans une habitation où il n'y a pas de fuite, l'humidité se déplace constamment. En tout temps, le niveau d'humidité dans le logement est égal à l'humidité générée par les occupants. Un autre facteur est la quantité d'humidité absorbée par les matériaux et l'ameublement de la maison ou réinjectée dans l'air à partir de ces matériaux. Ce facteur est relativement important. Par exemple, à l'automne, il faut débarrasser le domicile de l'humidité qu'il a absorbée pendant l'été, ce qui prend souvent plusieurs semaines. Ça, c'est la période qu'on est dedans maintenant, dans ma région. C'est peut-être déjà fait ailleurs, où c'est plus froid, mais les maisons sont en train de dégager beaucoup d'humidité. C'est le temps d'année où souvent, c'est à des portes qui sont déjà assez serrées dans les ouvertures, ils commencent à avoir la misère à ouvrir parce qu'ils sont gonflés avec l'humidité. En règle générale, plus le niveau d'humidité à l'intérieur est élevé, plus il faut ventiler pour le réduire. Cette exigence s'applique habituellement à la plupart des endroits au Canada. La ventilation est une moyenne très efficace de réduire l'humidité. Ventiler une sous-sol fait en été peut accroître l'humidité par contre et la condensation sur les surfaces froides. Donc ça, c'est un bon point. Des fois, en été, ça peut être tentant d'ouvrir la fenêtre puis mettre une fan puis faire rentrer beaucoup d'air pour améliorer la qualité d'air au sous-sol puis le sécher, mais des fois, ça fait l'inverse. Si jamais ton sous-sol est encore très froid, ça se peut que tout l'air chaud et humide que tu fais rentrer de l'extérieur dans la maison va condenser sur les murs de fondation à l'intérieur. Donc, il faut des fois juste faire attention avec ça. Mais en juillet et août, typiquement, c'est pas le cas. C'est plutôt en mois de juin au début, l'été, moins juin que juin, excuse-moi, que ça peut être un problème. Euh, pour ma part, j'utilise un déshumidificateur tout l'été pour réduire l'humidité. C'est très efficace comme équipement. Ça tire beaucoup d'humidité de l'air, puis aide beaucoup à réduire le taux d'humidité relatif dans le sous-sol. Euh, à quel moment la moisissure devient-elle préoccupante? Lorsqu'elle se propage dans la maison, lorsqu'elle détériore la nourriture, lorsqu'elle endommage le matériel de construction, lorsqu'il y a un incident sur la santé. Bon, évidemment, si les gens sont malades dans la maison, c'est très inquiétant. Mais aussi la dégradation de la maison puis les matériaux, c'est aussi inquiétant parce que c'est des gros coûts de rénovation qui sont associés à ça ou de réparation. Il y a des études qui montrent un rapport entre, d'une part, l'humidité et la moisissure, d'autre part, la santé respiratoire des enfants ainsi que des adultes. Ça peut l'exacerber l'asthme chez les gens. Des symptômes non spécifiques peuvent se présenter aussi comme des maux de tête, des douleurs, des symptômes comparés à ceux de la grippe, la fatigue, l'éruption cutanée. Ça peut avoir bien différents effets sur les gens, puis ça peut varier énormément d'une personne à une autre. Tu peux avoir 5 personnes dans une maison, puis il y a une qui est extrêmement malade, deux autres qui sont corrects, puis une troisième qui dit oh, je tousse de temps en temps. Ça peut être bien différent selon la personne. Puis comme une personne a contribué, les gens malades vivant souvent dans les domiciles malades ou les maisons malades. C'est pas mal vrai. Euh, les problèmes de moisissure sont des problèmes d'humidité. Pour prévenir la moisissure, déterminer d'où vient l'humidité, est-ce que c'est la pluie, la neige fondue, eau de ruissellement, eau souterrain, des fuites de plomberie, des activités des occupants. Il faut les identifier. Éliminer ou contrôler les sources d'humidité en conservant et en sélectionnant correctement les matériaux. Donc, comme j'avais dit tantôt, c'est important d'entreposer les matériaux au sec avant la pause.
Euh, Facteur de développement, il faut avoir des nutriments disponibles, donc du bois, du carton, du papier, du tissu, des affaires de même. Des conditions optimales de température, du haut, et ça pendant une certaine quantité de temps aussi. Donc, si ton teneur en haut, ton taux d'humidité est bas et basse, ben, probablement la moisissure n'est pas capable de se former. La température, on ne peut pas vraiment jouer avec ça parce que l'être humain est confortable aux mêmes températures que l'humidité. L'être humain n'est pas vraiment confortable à -10. Donc, on ne peut pas vraiment garder la maison plus froide ou plus chaude pour éviter la formation de moisissure. Il faut vraiment plus gérer la quantité d'eau présente ou le taux d'humidité présent. Même chose avec les matériaux ou les nutriments qui sont disponibles pour la moisissure à consommer. On n'a pas vraiment le choix là non plus parce que nos maisons sont souvent construites avec le bois d'œuvre, puis du gypse, du boiserie, des affaires de même qui sont faites avec des matériaux qui peuvent être consommés par la moisissure. Euh, C'est aussi important de porter attention aux détails de construction qui ont une incidence sur la formation de la moisissure. Donc, il faut être certain que nos détails de salinage autour des ouvertures, les jonctions 3, des affaires de même sont bien faites, bien étanches pour éviter des sources d'infiltration. Il faut sensibiliser les occupants au contour de l'humidité et à une bonne ventilation. Donc, juste les sensibiliser à le fait que sécher toute la linge à l'intérieur avec les fenêtres fermées puis l'échangeur d'air fermé, ça va peut-être augmenter le taux d'humidité dans la maison ou avoir la sécheuse qui débouche pas à l'extérieur va peut-être avoir une incidence le taux d'humidité dans la maison, parmi d'autres possibilités. Euh, des exemples, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une zone où le logement est humide et installer des ventilateurs et ouvrir toutes les portes à proximité pour accroître la circulation d'air dans un logement. Très important après une inondation de faire sécher tout dans les 48 heures qui suivent à l'aide des déshumidificateurs, des fans de ventilation, la ventilation passive avec les fenêtres ouvertes, des affaires de même. C'est très important. Et de sortir tous les biens et les matériaux affectés par l'eau. Sinon, la moisissure va s'installer assez vite. Je vais te donner un exemple. Dans mon quartier, on avait plusieurs personnes qui sont faites inonder, à peu près 200 maisons, juste dans notre ville, 30 000 personnes, là. Puis, il y a plusieurs mondes qui n'ont pas eu de l'aide à démolir les matériaux affectés. Il a fallu attendre d'appeler les assurances et Calinet et compagnies de même pour faire la décontamination, puis ils ont eu des graves problèmes de moisissure par rapport à ceux qui l'ont fait eux-mêmes, comme moi. Parfois, je n'avais pas le choix. Je l'ai fait moi-même avec mon beau-frère, puis on a évité beaucoup de problèmes. C'est sûr qu'on a perdu beaucoup de matériaux. Il y a beaucoup de réparations à faire encore, mais au moins, on n'a pas eu des champignons, on n'a pas eu une grosse quantité de moisissure nulle part. Puis notre qualité d'air n'a pas été affectée autant. Beaucoup de poussière, mais au moins, c'est moins grave. Euh, Ces photos dans le diapo proviennent d'une construction résidentielle récente où les matériaux de charpente sont déjà moisis. À moins d'une inspection, qui aura pu détecter la présence de cette moisissure? Donc, ça souligne l'importance de faire l'inspection lors de la construction parce que ça, c'était pas acceptable. Ça devrait avoir été signalé par l'inspecteur au tout début puis avoir été remplacé par du bois propre, ou au moins sablé pour enlever la moisissure. C'est sûr qu'une pièce de bois moisi de même peut être conservée, mais il faut que ça soit sablé pour tout enlever les taches noires qui sont la moisissure, en fond. Puis, c'est pas toujours faisable non plus parce que si tu as des occupants dans la maison, ben là, tu es obligé de tout gérer la poussière pour éviter que la moisissure se propage lors que tu enlèves la moisissure de bois aussi. Donc, ça devient compliqué quand les maisons sont occupées. Les points clés. Les spores de moisissure sont omniprésents, mais la moisissure ne peut pas se développer et proliférer sans l'humidité. Si la zone est suffisamment humide pendant assez longtemps, la moisissure se développera. Donc, en très peu de temps, en 48 à 62 heures, la moisissure va s'installer. La seule façon de vraiment prévenir la moisissure dans un bâtiment est de contrôler minutieusement l'humidité. La condensation et l'infiltration d'eau provoquées par des fuites dans l'enveloppe, des inondations ou une plomberie défaillante sont toutes des choses à éviter. Il ne fait aucun doute que la détection précoce du problème peut empêcher son aggravation. Donc, c'est très, très important de signaler tout signe ou symptôme
fuite ou de humidité élevée à le service d'habitation de votre communauté dès que tu le vois. Là, vous le voyez. Une problème de moisissure, une problème d'humidité qui n'a pas été réglée. Lors d'une rénovation, si vous voulez réaliser une rénovation sans régler le problème d'humidité, la moisissure reviendra. C'est très important ce point-là. Donc, si tu as une fenêtre qui a une fuite, puis la moisissure tout en dessous de la fenêtre, ça ne vaut pas la peine de remettre une gypse neuve jusqu'au temps que la fuite est réparée. Donc, tu peux enlever la gypse moisie, ça vaut la peine de le faire le plus tôt possible pour enlever la moisissure de la maison. Mais après ça, ben, il faut corriger la fuite avant que tu poses la gypse neuve, puis fais ton plâtrage, puis tout ça. Sinon, tu vas te trouver avec un problème encore dans très peu de temps. La moisissure cause des problèmes de santé puis des problèmes pour la maison. Donc, c'est nocif à les occupants ainsi que la maison lui-même. OK. L'approche systémique de la maison ou la maison comme un système comprend le fonctionnement d'une maison, comprend le fonctionnement d'une maison est essentiel pour construire et rénover des logements de meilleure qualité. Cesser de construire des logements problématiques et prendre des décisions plus avisées pendant ou plus éclaircies pendant une rénovation. Donc, l'approche systémique de la maison ou la maison comme un système concerne la relation entre les systèmes de la maison et la façon dont les changements apportés à une partie des composants du bâtiment influent sur les autres parties. Nous allons maintenant examiner les flux de chaleur, d'air et l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. L'une des mesures clés pour contrôler une des mesures clés pour contrôler efficacement l'humidité est d'installer un système par air, par vapeur qui fonctionne en continu ou qui est continu. Nous en parlerons plus en détail sous peu. L'humidité se présente sous trois formes: en forme liquide, donc l'eau, vapeur, donc la vapeur qu'on se trouve dans l'air, et en solide, la glace. La forme liquide est la plus préjudiciable. Une forte teneur en vapeur n'est pas préoccupante nécessairement, sauf si elle se condense. L'humidité se déplace selon quatre mécanismes. Le principal est le débit d'eau liquide, donc comme des fuites d'eau, des infiltrations. Et le moins important, c'est la diffusion de vapeur. Bon. Le contour de l'humidité consiste à en déterminer les sources. Sous-sol ou vide sanitaire humide ou inondé ou susceptible à inondation. Vide sous toit humide ou gel sur le support ou givre sur le support de couverture en hiver. Fuite provenant du toit, des murs, des fenêtres ou de la plomberie. Manque de circulation de l'air. Manque de ventilation en fond. Condensation sur les fenêtres, qui est pas mal visible, classique, ou entre les vitres de fenêtre même des fois, qui est moins inquiétant, c'est plutôt un problème de scellement de fenêtre, mais quand c'est sur la face intérieure, c'est à cause de l'humidité dans la pièce. Déterminer les sources d'humidité, ceci requérant une attention immédiate. Il est facile de réparer la condensation sur les fenêtres, mais quand est-ce de l'humidité dissimulée, il ne faut pas le négliger. Donc, certains indices sont très visibles, très faciles à voir puis à identifier, mais d'autres sont un petit peu moins. Des fois, c'est plutôt des tâches qu'on va voir. On se questionne pourquoi, mais souvent, s'il y a une tâche au plafond, c'est parce qu'il y a une fuite quelque part ou sur les murs. Euh, Une petite résumé sur la comparaison de l'humidité, eau de surface, donc drainage de l'eau de pluie, neige fondue, eau de ruissellement. Au souterrain, façon dont le bâtiment est rattaché au sol, est-ce qu'il y a un nivellement du sol autour de la maison qui est inadéquat, qui draine l'eau vers la maison? Est-ce que la nappe phréatique est très haute? Ça, c'est toujours un problème, puis c'est très important à vérifier avant la construction. Si la nappe phréatique se trouve 6 pieds plus haute que la dalle de béton au sous-sol, à 6 pouces, excuse-moi, pas pieds, tu vas te trouver avec des problèmes. Tu fies aux pompes de puisard trop, là, puis éventuellement la pompe va lâcher, puis tu vas te trouver avec du lot au sous-sol qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, c'était important d'identifier le niveau de la nappe phréatique lors de l'implantation de la maison.
Ça peut être fait soit avec une étude géotechnique ou même juste en prenant une pelle mécanique puis en creusant un trou de 8 ou 10 pieds pour juste voir quand est-ce que l'eau commence à se cumuler dans le trou. C'est sûr que c'est variable dans l'année, comme au printemps puis l'automne, ça peut être bien plus haut qu'en été ou en hiver. Mais quand même, ça nous donne une idée quand même quand est-ce l'eau, ou à quel niveau l'eau s'accumule. Puis, comme j'ai dit tantôt, on veut construire des sous-sols et non des bateaux. Puis, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que on peut être une membrane Blue Skin, Delta MS, n'importe quoi qu'on veut, la meilleure membrane au monde, mais éventuellement, il va avoir un défaut, puis l'eau va rentrer. Ici, il est toujours en train de baigner dans l'eau. Donc, c'est mieux de trouver des moyens de ne pas être, comme je dis, 6 pieds dans l'eau ou 6 pouces dans l'eau tout le temps. Puis avoir une maison mieux conçue pour le site. Exemple, une dalle sous-sol, une vide sanitaire plus profonde, des affaires de même. Ou sinon, de faire un petit colin sur le site, peut-être faire remonter le site 3 ou 4 pieds pour remonter la fondation, puis avoir moins de problèmes avec le nappe phréatique. Il y a aussi le mode de vie des occupants. Donc, est-ce qu'il y a du rangement de bois de chauffage à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'il y a 8 occupants au lieu de 4 ou 5 dans la maison qui fait qu'ils prennent plus de douches, plus de bains, fait bouillir beaucoup de l'eau pour la cuisine? Euh, Est-ce que les ventilateurs de salle de bain ou cuisine fonctionnent comme il faut? Est-ce que le ventilateur, et le récupérateur de chaleur ou l'échangeur d'air fonctionnent comme il faut? Est-ce qu'il est entretenu comme il faut? Tout ça. Il y a aussi des fuites, comme exemple les infiltrations par le toit, les murs, les fenêtres, les portes ou les fuites de plomberie. Ça peut causer des gros dégâts. Euh, En fond, l'eau provient de plusieurs sources. L'eau de surface qui provient de la pluie, de la fonte des neiges, le nivellement inadéquat du bâtiment entraîne des fuites dans le sous-sol ou le vide sanitaire. Puis elle provoque des inondations dans certains cas et des fuites dans d'autres. Le nappe phréatique évolue selon les fluctuations saisonnières. Dans certains cas, une nappe phréatique élevée, si elle n'est pas pompée ou drainée, peut causer des inondations dans le sous-sol ou les vides sanitaires. Même dans les cas où elle ne cause pas des inondations, elle entraîne souvent une humidité considérable dans le logement. Le mode de vie en lui-même comporte de nombreuses variables, la cuisine, le lavage, le séchage du linge, tout ça. Euh, Ils ont toute une incidence sur le niveau d'humidité dans la maison. Des études ont montré que les fuites peuvent provoquer la formation de la moisissure, même celle qui est potentiellement dangereuse. En fond, toute la moisissure est pas mal dangereuse. Il y a certains types qui sont plus que d'autres, mais il n'y en a pas vraiment un type qui est bon pour la santé, c'est-à-dire euh, dans le contexte de qualité d'air intérieur, de toute façon. Toutes ces raisons expliquent pourquoi il faut s'occuper des fuites dans le toit ou dans la plomberie ou dans les fenêtres et portes le plus tôt possible. Euh, Contour des flux de chaleur. La chaleur se déplace à travers les murs, les fenêtres, les portes, le plafond, le plancher, les sous-sols d'un bâtiment. L'isolation, le revêtement intermédiaire, qui est comme l'exemple Aspenite ou contreplaqué ou autre, et les revêtements extérieurs sont utilisés pour contrôler les flux de chaleur. La chaleur se déplace des zones chaudes aux zones froides. La chaleur se déplace par convection, conduction et rayonnement. Il est impossible de stopper les flux de chaleur. Euh, on ne peut que les ralentir. Les matériaux isolants résistent au flux de chaleur et sont classés en fonction de leur valeur R ou RSI. L'isolation est souvent associée au contour des flux de chaleur, mais cela ne suffit pas pour comprendre la dynamique du bâtiment, ce qui mène directement à des techniques de construction appliquées et mises à jour. Il faut également comprendre que ce contour dépend de la conception du logement et de la période de l'année. Par conséquent, le contour des flux s'applique à la chaleur qui entre dans le bâtiment et à celle qui en sort. Encore une fois, si nous n'utilisons pas la poche systémique de la maison, avec une enveloppe bien isolée et étanche à l'air qui assure à la fois un environnement intérieur chaud en hiver et frais en été, nous risquerons de provoquer une surchauffe en été et un environnement froid en hiver, ainsi que des températures intérieures trop, c'est ça, une température élevée en été et une température basse en hiver.
Puis ça va emprisonner l'air humide à différents degrés dans l'intérieur de la maison. Encore une fois, une masseur humide peut accumuler énormément d'eau, mais une masseur froide ne peut pas contenir la même quantité d'eau. Donc, quand l'air se refroidisse, il commence à domper son eau. Puis, ils vont le domper sur les matériaux froids. Puis, souvent, ça se trouve à l'intérieur du le colombage du mur, qui n'est pas idéal parce qu'on ne le voit pas, premièrement. Puis, deuxièmement, le fibre de verre, quand c'est mouillé, il perd son valeur air quasiment complètement. C'est intéressant de noter que la laine rose ou l'isolant à fibre de verre s'écrase quand ça devient mouillé. Puis cet écrasement l'affecte permanemment. Donc, minute que ça s'écrase, il perd son valeur heure de trois quarts. Puis ça va rester perdu. Donc, une toiture qui a eu une fuite, puis toutes les heures écrasées partout, c'est plus une heure 20 ou une heure 40 qui est là. C'est maintenant une heure 5 ou une heure 4 qui est là. Donc, c'est juste encore pour souligner l'importance d'éviter que ce matériau devienne mouillé. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que l'eau, quand il s'écrase l'isolant, qu'est-ce qui isole? C'est pas vraiment la fibre de verre en soi, c'est les poches d'air qui se trouvent dans l'isolant. Que ce soit du Roxol comme fibre minéraux, que ce soit fibre de verre ou une polystyrène ou n'importe quoi, c'est les petites poches d'air qui sont l'isolateur en fond. Donc, dans le cas des isolations en vrac, comme exemple fibre de verre, quand il s'écrase, la plupart des espaces d'air ou les poches d'air sont écrasés, sont perdus. Juste intéressant à noter. La cellulose aussi, quand elle devient mouillée, ben, elle devient extrêmement lourde, premièrement. Donc, souvent, tu as des plafonds qui se défassent à cause de ça. Et si ça devient très mouillé, donc il y a plusieurs facteurs à considérer au niveau de dégradation de la bâtiment à cause de cette transportation d'air ou l'infiltration d'eau. Euh, il faut également comparer. Excuse-moi, on a déjà fait ça. On va passer le prochain. Différence de circulation de l'air et de pression. Un déplacement d'air nécessite un orifice et une différence de pression. En éliminant l'une ou l'autre, on voulait éliminer la circulation de l'air. Comme vous ne pouvez pas maîtriser la pression, mais je ne pense pas de toute façon, vous devez boucher les orifices. Pour éliminer les orifices, utilisez une parure continue et étanche, par vapeur également aussi. Donc, encore très important de boucher les trous. Les gars de Cablevision, c'est une des pires que j'ai jamais vues. Le gars de satellite de Bell, là, il va percer des trous partout, passer son fil, il fait absolument rien après. C'est amusant au bout, là. Ça, c'est comme un exemple classique, là. C'est supposé mettre une mastic autour de la câble pour éviter que tu aies un percement qui laisse rentrer. C'est pas si important que ça, mais c'est quand même juste un exemple. Il y a plusieurs différents intervenants de l'innovation ou de services qui vont percer des trous, passer des fils, faire des affaires, puis rien faire pour boucher les trous à la fin. Donc, il faut des fois les suivre avec un petit tube de caulking pour aller remplir ça. Système de par-vapeur continu. Excuse-moi, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, c'était bon. Système de par-vapeur continu, par air également aussi. Par-vapeur continu qui entoure complètement le bâtiment. Donc, ça, c'est la ligne orange qu'on voit sur le diapo. Donc, très important de s'assurer que c'est continu. Chaque interruption va laisser passer beaucoup d'air qui va amener une certaine quantité d'humidité à travers. Toutes les ouvertures doivent être scellées. Donc, même concept, comme on voit un bon exemple en bas avec une sortie pour soit un ventilateur mécanique comme des salles de bain ou peut-être une sortie de sécheuse, mais c'est bien scellé autour pour éviter que l'air passe en arrière de la vapeur de cette sortie-là. Il doit être suffisamment résistant pour égaler la durée utile du bâtiment. Ça, c'est un bon point parce qu'ils vendent beaucoup de différents types de par-vapeur, mais c'est pas le 6 millième, c'est pas bon. Le 6 millième, c'est le celui qu'on est supposé utiliser. Ils en vendent plus minces, mais les plus minces se percent facilement, puis ils n'ont pas la bonne résistance au vapeur. Ils laissent une certaine transpiration de vapeur arriver. Donc, important de choisir le bon par-vapeur qui répond à le bon. Euh, La ligne orange sur l'hélicistation représente le par-vapeur. L'humidité veut sortir ou s'échapper par le haut du domicile par effet de tirage ou effet de cheminée. Donc, toute l'air dans la maison a une tendance à monter vers le haut. Intéressant à noter, plus la maison est étroite, plus le tir de cheminée est fort. J'étais surpris d'apprendre ça moi-même. Comme
parlé tantôt, j'avais une maison mobile dans le temps qui était 65 par 14, très étroite, avec une sous-sol en plus de pleine hauteur. Puis j'avais une poêle au bois au sous-sol. Puis je peux te dire, le tir de cheminée de la maison était plus fort que mon cheminée pour la poêle à bois qui était située à l'externe de la maison quand c'était froid. Donc, allumer ton feu, c'était vraiment pas amusant, là. Il y avait beaucoup de fumée qui rentrait dans la maison. Puis j'ai finalement fait déplacer déménager la poêle à bois au premier étage parce que j'avais tellement misère à la faire allumer. Puis en plus, j'ai ramené mon cheminée, au moins une partie à l'intérieur pour garder plus au chaud. Puis après ça, j'avais moins de problèmes. L'effet de cheminée est très fort dans les maisons étroites, les maisons mobiles, les affaires de même. Même dans une maison standard de dimension plus conventionnelle, il y a quand même un bon tir. Si tu fumes dans la maison, tu vas noter que ça monte assez vite, là, puis ça monte vers le plafond, là. C'est un exemple de cet effet de cheminée-là. Euh, les flèches en bas montrent que l'air entre ou s'infiltre par le sous-sol puis par différents endroits. Nous savons que la chaleur illimitée qu'elle contient monte avec. La continuité du système de par vapeur est essentielle. La qualité de ce système dépend de son point le plus faible. C'est vrai, comme on voyait tantôt avec le percement, l'orifice de 2 cm par 2 cm, il va laisser énormément d'eau passer là, ou énormément d'air passer là, comparé à quelque chose de continu. Euh, les paires R de l'enveloppe extérieure sont illustrées en vert. Ils servent à compter la circulation d'air également. Les pareurs peuvent être situés n'importe où, mais le plus souvent, sont plus souvent à l'extérieur avant le parement fini. Donc souvent, là, on parle du Tyvek, Typar, des différents papiers de bâtiment, des différentes euh, membranes en guillemets de bâtiment, là. Euh, on nomme ça du building paper en anglais, mais c'est pas exactement vrai, c'est pas du papier, là. Mais bon. Il y a beaucoup de différents produits vendus par beaucoup de différents fabricants qui fait le job bien. Retour aux bases. Une humidité élevée entraîne des problèmes microbiologiques. Certains types de bactéries se développent mieux lorsque le niveau d'humidité est élevé. C'est aussi un cas, une fait, pour moi. La moisissure et les champignons se développent dans les environnements très humides. L'humidité peut entraîner des dommages structuraux ou des défaillances en raison de la désintégration des plaques de plâtre ou la pourriture de bois. Plutôt la pourriture de bois au niveau structure. Ça prend longtemps avant que ça arrive. Juste à dire que la pourriture de bois est plus lente que la pourriture de papier. La moisissure aime le papier beaucoup. Le carton du papier, il consomme ça très vite. Puis c'est vraiment son nourriture de choix. Le bois, il va le consommer quand même, mais ça prend beaucoup plus de temps. Exemple, quand j'ai arraché mon gypse au sous-sol lors de l'inondation que j'ai eue chez nous, mon colombage de bois était pas mal sain, autre que les coins extérieurs où est-ce qu'il y a eu un petit peu de condensation parce que mon isolant n'était pas si bon. C'était un isolant polystyrène blanc de 1 pouce qui fait pas grand-chose. Honnêtement, il fait quasiment rien. Son valeur résistance, au niveau résistance thermique, il n'est pas bonne. Donc, il y a eu un petit peu de condensation au fil des ans, mais j'avais quelques petites traces noires, comme des petits dots noirs. Donc, c'était des spots noirs. C'était pas si pire que ça. Donc, ça, c'était après 15 ans ou 20 ans. Donc, juste à dire que le bois, il se consomme pas si facilement. Mais s'il se trempe dans l'eau, il se baigne dans l'eau, ça va se consommer plus vite. Euh, Si de l'eau pénètre dans les bâtiments, quel est son impact sur les murs, le toit, le plafond, les fondations? Ben, il va causer une dégradation prématurée des matériaux. Ça, c'est garanti. Puis une production de moisissure qui va nuire à la santé des occupants, ainsi que la santé du bâtiment, en fond. Les deux sont interconnectés. Donc là, on passe au module 3, mettre en pratique les principes. Qu'est-ce qu'on voit dans le photo? C'est une maison en construction, puis dans le schéma à droite, on voit une bonne détail de fondation, ben, jonction de fondation et parement avec une bonne nivellation du sol extérieur. Comme tu vois, il y a un beau dégagement de 6 à 8 pouces, dépendamment du type de revêtement de mural. Puis ça, c'est exigé par la code en passant. Une des choses que je vois souvent, c'est le canaxel installé au ras du sol ou même dans le sol. Pas idéal. Le canaxel est fait de brincy collé essentiellement avec une finition mise par-dessus qui est peinturée.
Donc, il absorbe l'eau facilement, puis est affecté par l'eau facilement si il baigne dans l'eau tout le temps. Pire que ça, des fois, qu'est-ce que les entrepreneurs vont faire, c'est couper sur le long la dernière planche pour le mettre à la bonne niveau. Donc, ils commencent avec une planche plein en haut, puis ils finissent avec une petite boîte de 2 pouces ou 3 pouces en bas, avec une bas du déclin qui est tout exposé. Donc, tu as le brin ici tout exposé en bas. Ben, lui, il va bouver comme une éponge, puis il va gonfler très vite. Puis il est à remplacer dans peut-être 3 à 4 ans. Il va être plus bon. Donc, ça, c'est quelque chose à éviter. Les méthodes générales relatives à l'enveloppe de bâtiment comprennent l'imperméabilisation et l'évacuation de l'eau loin des éléments de construction. Par exemple, l'installation d'un écran par pluie à l'extérieur crée des couches d'air et un plan de drainage de l'eau qui favorise l'évacuation de l'humidité et de l'eau et le séchage. Alors ouais, c'est ça. Euh, c'est comme ça qu'on conçut par défaut au Québec avec, ton exemple, ton parement intermédiaire comme une Aspenite ou une contreplaqué. Après ça, tu as ton Tyvek, Typar, whatever, qui est posé par-dessus. Puis après ça, tu as des fournaise de bois. Puis après ça, ton déclin est posé par-dessus. Ce fournaise-là est posé pour créer un espace d'air entre le déclin et le parement intermédiaire qui fait deux choses. Un, il donne un endroit pour l'eau qui rentre dans l'assemblage. Il y a toujours l'eau qui rentre. Il donne une moyenne de sortir au lieu de tirer à travers le mur ou passer à travers le mur. Puis aussi, il crée un espace d'air neutre dans l'assemblage. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la maison, à cause des différences de pression, il va souffler l'air. Typiquement, il va tirer l'air par l'infiltration. Puis en créant des espaces d'air de côté intérieur puis extérieur, avec, exemple, des fournaines qui déplacent la gypse un petit peu, puis déplacent le connexel ou le déclin un petit peu, tu crées des espaces neutres qui vont minimiser l'effet de soufflement ou l'effet d'infiltration. Donc ça peut éviter attirer beaucoup de l'eau, beaucoup d'air plein d'eau dans la maison. C'est un concept qui est bien adapté. Je le vois quasiment par défaut à l'extérieur du bâtiment, les forenses pour créer l'espace d'air. À l'intérieur, un petit peu moins. Je vois toujours les gens qui vont poser le pare-vapeur direct sur les montants de bois de 2 par 6, puis après ça, mettre le gyprock direct par-dessus. C'est pas idéal. On est supposé typiquement mettre une fournaise par-dessus les montants de bois pour créer un espace, puis après ça, le gyps. Avec le pare-vapeur en air, le fournaise, évidemment. Mais bon, c'est quelque chose à considérer dans la conception. Ça peut faire une grosse différence. Aussi, à noter que quand le parement est installé au ras du sol ou même dans le sol, l'eau a vraiment la misère à drainer parce qu'il n'y a plus moyen de sortir au bas du mur. Il s'accumule dans le sol, qui n'est pas idéal. Euh, Quelques considérations relatives à la conception de logement. Envisager d'orienter le bâtiment par rapport au soleil. Les apports solaires passifs peuvent assurer entre 30 et 40 des besoins de chauffage des locaux, excuse-moi, de la maison. La configuration des vents peut contribuer au mouvement de l'air et au refroidissement. La végétation atténue grandement la chaleur, la luminosité et le vent et permet de contrôler la pluie. C'est un bon point, c'est pas tout le temps applicable parce que quand on est dans le nord, c'est quasiment toutes les forêts d'épinets. Donc, évidemment, ton arbre, il ne perd pas ses feuilles à l'automne. Donc, si tu donnes l'ombre à l'été, il te donne l'ombre en hiver. Donc, ça ne donne pas un gros bénéfice. Mais quand tu es plus au sud, quand tu mets des arbres qui perdent leurs feuilles en automne, ça peut être un bénéfice parce que tout l'été, tu as un bon ombrage qui garde ton maison un petit peu plus froide. Puis à l'automne, il perd ses feuilles, puis en hiver, ben, le soleil est capable d'aller chercher la maison puis chauffer la maison. Donc, ça peut être une manière de gérer la chaleur en été un petit peu. Puis aussi le vent, puis tout ça. Puis bon. Il faut aussi prévoir de l'espace pour la buanderie, le rangement et les pratiques traditionnelles dans les communautés. Et de même pour les congélateurs, déshumidicateurs, les équipements mécaniques, tout ça. Pour le permanent des murs, tenir compte des trois principes, réorienter, drainer, sécher, ainsi qu'une quatrième principe, utiliser des matériaux résistants à la détérioration. C'est un bon point. Quand tu choisis une déclin, c'est bon de choisir quelque chose qui
qui ne nécessite pas énormément d'entretien. Exemple, un déclin de bois est très beau, mais il faut le peinture ou le teindre assez souvent, qui peut être une nuisance, mettons, là, si c'est à faire par l'équipe d'entretien tout le temps. Euh, il y a toujours la part qualité-prix aussi, comme les maisons en briques sont bien plus chères, ils durent bien plus longtemps, mais ils sont bien plus chers conçus aussi. Donc, il faut tout considérer quand c'est temps de concevoir la maison. S'assurer que la conception du toit, les matériaux de toiture, le surplomb, la pente du toit, les gouttières, etc., sont simples à poser ou à construire et appropriés pour le climat. C'est un bon point aussi. Les toitures avec une configuration complexe sont plus complexes à mettre en œuvre, qui peut amener à des problèmes d'infiltration, tout ça, si sont mal exécutés, mais ils sont aussi encore plus chers à refaire quand ça vient temps, dans 20 ans, à les refaire. Tu as déjà vu des maisons, je sais pas, à Montréal, qui ont des toitures de quasiment 20 pieds haut avec des tourelles, des pignons, des affaires de même partout. Hey, c'est super beau puis tout ça, mais j'ai jamais utilisé mon entonnoir pour quoi que ce soit. Mais c'est une copie quand ça vient le temps de le refaire. Euh, Puis en plus, ça amuse pas bien les gars de toiture quand il faut être attaché, avoir toutes sortes de protections tout ça pour être capable de refaire ton toit. Eh ouais, ça fait que tu vas investir beaucoup dans ton toiture quand ça vient le temps. Sachez que bon, les différences climatiques existent. Une maison construite dans le sud ne convient pas à une communauté dans le nord. Les différences sont assez évidentes. Donc, c'est ça. Comme la conception, euh, nordique est bien différente que la conception à Montréal. Là. C'est sûr que les balais isolants, le type de fenêtre, toutes sortes de facteurs rentrent dedans. Donc, c'est important de se souvenir de tout ça. Problème lié à l'enveloppe du bâtiment. Pénétration de pluie et de la neige, fuite de la plombée, présence d'eau pendant la construction, donc les matériaux installés mouillés. L'eau est indép- indispensable, excuse-moi, pour certains matériaux, béton, finition à base d'eau. C'est intéressant de noter que selon le Code national du bâtiment, la teneur en eau du bois d'œuvre ne doit pas dépasser 19% au moment de l'installation. La condensation est généralement visible sur les fenêtres. Toutefois, la condensation dissimulée peut aussi provoquer des dégâts, détériorer les matériaux structuraux et contribuer à la moisissure. Pour se développer, il suffit généralement à la moisissure que la teneur en eau des surfaces soit de l'ordre de 20%. C'est pour ça qu'on ne veut pas dépasser 19% sur notre bois d'œuvre. Il est possible de contrôler la moisissure en portant une attention excuse-moi, au niveau d'humidité de l'air et en réduisant au minimum la condensation. Cela implique de drainer le sol, d'installer une membrane d'étanchéité, d'utiliser des couvertures de sol et des pare-vapeurs, d'isoler et de ventiler. La condensation dissimulée est produite par les niveaux d'humidité élevés, les flux d'humidité dans les murs ou le vide sous toit et les matériaux froids dans les murs ou les vides sous toit. Problème courant lié à l'enveloppe du bâtiment. L'installation inadéquate de solin ou manque de solin autour des fenêtres, des portes, des murs de parapet du toit. Absence d'une plante de drainage. Chambre de pleurs manquante ou colmatée. Manque de raccordement entre le parement extérieur et les fenêtres. Ben, les portes installées, encore des détails de solinage déficients. Tuyau d'évacuation au drain mal installé. Par vapeur ou revêtement de protection contre l'humidité mal installé. Perma extérieur mal installé ou fissuration consécutive. Matériel de toiture mal installé. Euh, ouais, c'est pas mal les grands facteurs. Les problèmes surviennent lorsque le logement ne réagit pas adéquatement au environnement extérieur et intérieur. Nous ne pouvons pas blâmer uniquement la maison. Les bâtiments doivent être conçus en gardant à l'esprit que son enveloppe doit servir d'écran de protection contre les intempéries pour protéger la structure et les espaces intérieurs. L'utilisation d'un revêtement mural et d'une couverture étanche à l'eau est nécessaire pour protéger l'enveloppe extérieure du bâtiment. En bref, pour évacuer la pluie, il est important de porter la même attention aux parties de l'enveloppe situées en dessus, excuse-moi, du niveau du sol. Les gouttelettes d'eau bleue indiquant la zone potentielle de points de rosée dans ce mur. Cette situation entraîne des dommages causés par l'eau et des problèmes de moisissure dissimulés. Euh,
Démarrage. Sélection du site. Envisager d'utiliser un drainage naturel et une puisseur de secours. Bon, puisseur, on parle de puisseur au sous-sol, là, ou vide sanitaire. Portez attention à la hauteur du sol et des semelles. J'aime le fait qu'ils ont nommé ça une puisseur de secours parce que ça devrait être quelque chose de secours puis pas quelque chose qu'on file là-dessus, la puisseur. Anyway. Maintenez à distance la nappe phréatique. Veillez au nivellement adéquat du site. Assurez-vous que l'eau de surface contourne le bâtiment. Et si vous construisez une sous-sol, faites-le bien. Le sous-sol sont les plus grandes sources de problèmes d'humidité. Euh, la note sur le contournement du bâtiment pour l'eau le ruissellement, c'est un très bon point. C'est un gros collet en arrière de votre site. Il faut prendre ça en compte puis créer une fossée pour drainer l'eau vers le devant le site, là, pour éviter que ça se ramasse au sous-sol. L'eau va toujours chercher le sentier de moins résistance. Il va suivre le sentier de moins résistance toujours. Donc, si ça, c'est ton sous-sol, c'est là qu'il va ramasser. C'est un bassin. Euh, L'étude du site et la prise en compte de ces conditions sont primordiales pour analyser l'état du terrain et son incidence potentielle sur le bâtiment. Si vous construisez dans une zone humide, attendez-vous à des problèmes. Chaque site présente une configuration de drainage naturel qui doit être prise en compte à l'étape de la construction. Un nivellement adéquat et une bonne connaissance de la nappe phréatique locale sont essentiels pour maintenir l'eau à une distance adéquate de la structure. Drainage des fondations. Une drainage adéquate permet de réduire les infiltrations d'eau dans le bâtiment. Idéalement, il convient d'incliner la pente de sorte que l'eau de surface se trouve à une distance d'environ 3 mètres, ce qui veut dire 6 à 10 pieds de la fondation. Lors d'une rénovation, modifiez l'aménagement paysager pour corriger le drainage, excusez-moi. Lors d'une construction achevée, le nivellement final rapidement afin de favoriser le séchage et le tassement du remblai et d'éviter la formation de poches basses au niveau des fondations. Contrôlez aussi l'eau libre à l'aide des gouttières, des descentes pluviales et de cuillères de taille appropriée, sans quoi l'eau s'accumulera au niveau des fondations. Comme je dis, c'est toujours le sentier de moins résistance. Si tu as des gros poches qui vont former autour de la maison, ça va créer une pente inversée vers la maison, puis tu vas avoir l'eau qui s'accumule autour de la maison. Puis il va se trouver dans la maison tranquillement. Exigence de base pour le plancher. Résistance à l'humidité interne, à l'humidité du sol. Durabilité, solidité et rigidité. Bon. Dans l'image de gauche, on voit deux exemples d'une vide sanitaire. Celui avec le X, c'est un exemple d'une vide sanitaire malsaine qui marche mal. Le droite, c'est une qui est bien faite. Donc, il y a une bonne membrane au sol pour empêcher l'unité de sol de monter. La ventilation de la vide sanitaire se fait peut-être mécaniquement au lieu de passivement pour éviter que l'air frais rentre tout le temps puis amène l'humidité qui condense dedans. L'isolant est posé sur les murs de fondation et non sur le plancher ou entre les solives là, pour garder le vide sanitaire chaud. Le vide sanitaire est chauffé, tout ça. Il faut garder en tête que le vide sanitaire, c'est un espace intérieur, pas un espace extérieur. C'est là que les gens se trouvent avec des problèmes. Le vide sanitaire devient entre les deux. C'est ni intérieur ni extérieur. Donc, il se performe mal dans les deux sens. Puis il fait en sorte que la condensation, c'est froid. Les planchers au rez-de-chaussée sont toujours froids. Ça ne marche pas bien. Donc, c'est important à souligner. Le plancher de base au-dessus du niveau de sol est composé de solides de plancher en bois et de lambris de bois ou contreplaqué de bois. Dans certains cas, un isolant est installé entre les solives. Ça, c'était, comme je viens de dire, c'était à éviter si c'est possible. Mais quand est-il de, excuse-moi, mais quand est-il de revêtement de protection contre l'humidité? Y a-t-il une place pour limiter l'humidité? L'humidité peut remonter dans les zones intérieures supérieures. Il y en a des cas où est-ce que la vide sanitaire ou le sous-sol ne peut pas être corrigé correctement, puis il faut rendre le plancher de rez-de-chaussée comme une partie de l'enveloppe. Ça arrive. On veut l'éviter, mais ça arrive. Rendu là, il faut mettre une parure, une pare vapeur, l'isolant, tout ça dans la structure de plancher. Mais comme je dis, c'est pas la technique idéale. C'est quelque chose qui est parfois à considérer, mais c'est pas l'idéal. Exigence de base pour système de mur. Contrôler les flux de chaleur, d'air, d'eau et de vapeur et la pénétration de l'eau de pluie, la lumière, le gain solaire et le bruit. On est focusé sur la durabilité, la solidité et la rigidité.
Donc, comme on voit ici, on a une part intempérée qui est notre déclin, une part air, une part vapeur, tout ça. Un espace d'air aussi créé par les Fourens. Nous examinons maintenant quelques pratiques exemplaires. L'ossature en poteau de 2 par 6, ou un montant de 2 par 6 de base est l'élément de construction minimal conforme au code pour les maisons qui sont aussi dotées d'une VRC ou un ventilateur récupérateur de chaleur ou un échangeur d'air. C'est le type de mur le plus simple et le moins coûteux à construire. D'autres systèmes de murs éco-énergétiques sont certainement disponibles, mais avant tout, l'installation d'une pare vapeur dans les murs et les vides sous toit et l'étanchéisation des ouvertures et des fuites empêche l'exploitation de l'air et de la diffusion de l'humidité. L'utilisation des murs à double ossature et l'installation d'une grande quantité d'isolation à l'extérieur de la structure sont également efficaces pour réduire la condensation. Cette technique est souvent utilisée dans le cadre de rénovation. Maintenant, selon le code, il faut adresser les ponts thermiques aussi qui te forcent quasiment à avoir une certaine quantité d'isolation à l'extérieur du structure, souvent un R5 de polystyrène ou quelque chose de même. Donc, on commence à aller vers cette façon de construire de toute façon. Donc, c'est intéressant à noter. Exigence de base pour la toiture, résistance au contrôle des flux d'eau, d'air, de chaleur et de froide. On focus encore sur durabilité, solidité et rigidité, résistance. Là. Protection contre l'infiltration d'eau, évacuation de l'eau de toit et l'élignement de celle-ci les fondations. Euh, hmm. Les ouvertures dans une toit nécessitent une étanchéisation adéquate et un examen annuel. Limiter, emprisonner dans le vide sous toit peut causer des dommages et des fuites au niveau du plafond. Des barrières de glace qui provoquent souvent des dommages à la jonction entre le plafond et les murs extérieurs sont un autre problème courant. La zone principale, excuse-moi, la zone principale est indiquée dans l'encadré bleu. Tout ceci constitue une bonne raison d'installer une ventilation adéquate au niveau du vide sous toit. Donc, encore, s'assurer que nos soffits sont perforés, que le périmètre du toit n'est pas bouché par l'isolant. Il y a des déflecteurs qu'on peut poser pour s'assurer que l'air peut continuer à passer à travers. Puis aussi, un maximum, un autre type de ventilateur au point haut du toit. N'oublie pas que chaque point haut doit avoir un ventilateur. N'oublie pas aussi que si tu mets des ventilateurs de pignon, il y a le maximum en haut aussi que la portion plus haute que tes ventilateurs de pignon ne se ventile plus. Parce que l'effet de tir va passer par les soffits puis sortir par les coins du pignon, puis non par le maximum en haut. Donc, si la dernière tiers de ton toit est au-dessus du niveau de tes ventilateurs de pignon, cette dernière tiers n'est pas ventilée pendant tous tes bardeaux vont vieillir plus vite. Anyway, c'est intéressant de noter. Si tes bardeaux ne durent pas la durée de vie prévoyée par le manufacturier ou proche, c'est parce que ton ventilation est déficiente entre toi. C'est pas la faute des bardeaux, c'est l'entre toi. Problème courant lié aux fenêtres et portes. Cadre de réglage mal posé ou inexistant. C'est tellement bon, c'est juste squeezé dans l'ouverture, c'est tellement beau. Cadre courbé, excuse-moi, trop de mousse entre le cadre de la fenêtre ou porte, excuse-moi. Installation hors d'aplomb. Fenêtre posée à l'horizontale, donc les orifices d'évacuation sont mal placés. Solin mal posé, fuite en haut de l'ouverture. Ils mettent des G-trim avec aucune solinage en haut, donc l'eau s'infiltre dans le mur au lieu de sortir par-dessus la fenêtre. C'est super beau. J'ai un entrepreneur qui a fait ça chez nous. J'étais tellement impressionné avec lui. Fuite, manque d'étanchéité sous la fenêtre. Non reconnaissance du risque associé à l'exposition aux éléments. Donc, entre mots, c'est une grande quantité de fenêtres exposées au vent prédominant tout le temps, sont plus à risque à des fuites parce que la pluie va les frapper plus souvent aussi. Les portes et les fenêtres doivent être installées conformément aux spécifications du fabricant. Les instructions sont généralement fixées sur la fenêtre ou la porte. Une fabricante de fenêtres de la région de l'Atlantique a mentionné des défauts d'installation comme la principale cause des problèmes de fenêtres. Le manque d'étanchéité à l'eau et à l'air d'une fenêtre ou d'une porte entraîne des problèmes d'eau et, comme on l'a vu, un déplacement de l'humidité et le gel de la condensation de la glace en hiver. L'infiltration dans le vide sous toit.
infiltration dans le plafond et le toit, le vent ou la pressurisation négative du bâtiment peut causer des infiltrations. Il est facile de négliger les ouvertures dans le vide sous toit par lesquelles l'air peut s'échapper. Une pratique exemplaire consiste à surveiller les infiltrations par le toit et à les prévenir au niveau du plafond, surtout chez les personnes qui cherchent à obtenir une désignation énergétique. Ces photos donnent des exemples d'humidité d'eau au niveau du plafond. Il n'est pas rare dans la salle de bain que les ouvertures soient prévues pour l'éclairage du plafond ou pour le ventilateur, ainsi qu'un accès au vide sous toit. L'important est d'empêcher les fuites d'air en étanchisant les ouvertures de l'intérieur de la maison jusqu'au vide sous toit. Les tâches deviennent évidentes en raison des dommages causés par l'eau. Et l'isolant de couleur foncée est aussi le résultat de la pénétration de l'air et de l'humidité. Résumé des exigences d'évacuation et d'isolation du vide sous toit. Éliminer les discontinuités, l'isolation doit être continue et l'épaisseur doit être uniforme. Éliminer le balayage par le vent de l'isolant au moyen des déflecteurs de soffit. Le ferme à talons soulevés facilite l'application d'isolants en profondeur de part et d'autre des sabliers extérieurs, les soffits extérieurs. Le tap d'accès au vide sous toit doit avoir le même niveau d'isolant que le reste du vide sous toit. Comparez les options d'isolation en fonction du coût par pied carré installé. Pour isolant soufflé, assurez-vous que les espaces intérieurs des fermes sont remplis. On voit un exemple ici où est-ce que ce n'est pas complètement rempli. Le CNB exige la ventilation du toit et du vide sous toit. En général, les élevants de soffit et du toit fournissent cette ventilation. Il faut également porter une attention particulière à la quantité d'isolant requis et aux déflecteurs de ventilation de soffit pour éviter que les vents se bloquent. De plus, il est essentiel de placer une pare vapeur continue sur le côté chaud du système de plafond. Point clé. Choisissez une conception adaptée au site et aux fondations. Simplicité de conception ne rime pas nécessairement avec banalité. Profitez au soleil et envisagez d'avoir un cours à ses caractéristiques solaires passives. Veillez à ce que le plan détaille la gestion d'eau. Vérifiez comment la conception du plan d'étage et les détails de construction peuvent contribuer à offrir une protection contre l'humidité et la moisissure ou à les prévenir. Faites dévier et drainer l'humidité et laisser sécher les matériaux. Prévoyez des plans de drainage et des cavités de ventilation. Installez les matériaux correctement. Gérez l'humidité aérotransportée. Visez une construction étanche à l'air et choisissez des matériaux de qualité. Test d'infiltrométrie. Les tests d'infiltrométrie vous aident à améliorer l'étanchéité à l'air des domiciles, des maisons. Les fuites d'air font augmenter les facteurs de chauffage jusqu'à 50% et les tests de détection de fuite d'air peuvent également permettre de cerner les problèmes potentiels de sécurité, de qualité de l'air et d'humidité avant qu'ils ne surviennent. L'étanchéité à l'air améliore également la durabilité du logement. Les spécialistes en énergie résidentielle utilisent un infiltromètre comme un outil de diagnostic pour déterminer la quantité d'air qui entre dans une habitation ou qui en sort. La seule façon de savoir si une habitation est bien étanche ou présente des fuites est de mesurer le taux de fuite d'air avec un infiltromètre. L'infiltromètre force l'air à passer à travers les fissures et les orifices et permet donc de repérer les points de fuite. Il est possible de sentir avec la main les courants d'air qui s'infiltrent dans les orifices et des fissures ou le détecter les fuites au moyen du fumée, avec un pinceau de fumée. L'imagerie thermique. Une caméra d'imagerie thermique ne permet pas de détecter l'humidité dans les murs, mais elle peut montrer des subtiles différences de température et des formes qui révèlent la présence possible d'eau en bleu et en rouge. Les caméras thermiques peuvent aider à repérer l'eau et à estimer l'étendue de l'humidité, mais le fait de déterminer une forme qui ressemble à de l'humidité ne garantit pas sa présence. N'oublie pas les humidimètres qui sont aussi très utiles pour te dire la teneur en humidité d'une matière. À l'aide d'une caméra d'imagerie thermique et dans les circonstances appropriées, il est possible de détecter les problèmes d'eau et d'humidité dissimulés sans recourir à des tests destructifs. Les humidimètres sont aussi couramment utilisés pour détecter les niveaux d'humidité. Problèmes liés au système mécanique. Une mauvaise conception du système de climatisation, ventilation et chauffage peut entraîner des problèmes d'humidité et de qualité d'air.
Le contrôle de l'humidité devrait être un critère de conception pour tous les systèmes mécaniques. Installation à l'air pulsé, des tests mal réalisés et des déséquilibres entraînent une augmentation des fuites d'air. Donc, pressurisation négative, c'est aussi un problème. Déshumidifier l'air entrant, c'est important. Assurer une pression positive à l'extérieur. Entrée d'air mal située ou étanchisée pour aussi entraîner des problèmes. Fuite au niveau du bac de condensation ou de la tuyauterie. VRC ou VRE mal entretenu. Filtre à air sale ou bloqué. Les systèmes mécaniques peuvent réguler la température intérieure, le déplacement global de l'air et les niveaux d'humidité intérieure. Tous les zones du logement doivent être chauffées pour prévenir la condensation et l'humidité et la moisissure. Le code du bâtiment exige une température de calcul minimale de 22 degrés pour les espaces aménagés. Cette température devrait suffire à protéger le bâtiment et les systèmes contre les problèmes d'humidité. D'ailleurs, contrairement au système de ventilation à récupération d'énergie, les ventilateurs récupérateurs de chaleur ne réduisent pas l'humidité d'habitation en soi, mais ils peuvent toutefois réduire l'humidité en évacuant l'air humide. En fond, ils aident pas mal à gérer le taux d'humidité dans la maison. Considération sur la plomberie. Réduisez au minimum les risques de fuite d'eau ou de dommages causés par l'eau en récupérant les tuyaux pour en réduire la longueur, en installant tous les tuyaux à l'intérieur de l'enveloppe isolée ou en isolant les tuyaux dans les murs extérieurs, en plaçant les chauffe-eau près du tuyau d'évacuation en utilisant des bacs de récupération en dessous, en installant des bacs, sous les laveuses dans les espaces habitables, en installant des robinets d'arête haute qualité sur tous les appareils afin de les éteindre facilement pour effectuer des réparations, en gérant l'eau à proximité des robinets éviers et l'eau de la vaisselle, en améliorant la ventilation pour éliminer l'humidité et les odeurs, et en installant le ventilateur approprié pour évacuer l'humidité et les odeurs. La plombée est naturellement associée à l'eau. Du point de vue de la conception du construction, faire passer la plombée à travers les murs extérieurs est une mauvaise idée. Le cas échéant, isolez bien du côté extérieur et non du côté intérieur de la tuyauterie pour empêcher qu'elle ne gèle à cause en hiver. Excuse-moi. L'approche de la maison comme un système. Portez attention aux équipements de combustion, notamment leur ventilation ainsi que la livraison, conservation du combustible. Le chauffage doit être distribué uniformément dans toutes les pièces du domicile. Prévoyez une ventilation pour évacuer l'humidité et les odeurs avec un minimum ventilateur de salle de bain et une hotte de cuisinière qui débouche vers l'extérieur. Envisagez d'installer un système de ventilation équilibré, comme un ventilateur récupérateur de chaleur. En été, utilisez un déshumidificateur pour contrôler l'humidité dans les sous-sols et les vides sanitaires. Et les domiciles qui présentent un faible taux de fuite d'air permettent de mieux maintenir la température de l'air intérieur et le confort global. Les systèmes mécaniques régulent la température intérieure, le déplacement global de l'air, les niveaux d'humidité intérieure. Les systèmes de chauffage et de climatisation doivent être de la puissance appropriée pour l'habitation. Et la ventilation doit être suffisante pour protéger le bâtiment et les systèmes contre les problèmes d'humidité. Au Canada, tous les logements construits comportent un système de chauffage et de plus en plus de climatisation. La plupart des logements au Canada sont chauffés. Cette situation est possible parce que les logements sont bien isolés et raisonnablement exempts des courants d'air. Euh, Évidemment, au Québec, le système le plus répandu, c'est les plaintes électriques. De plus en plus, on voit l'installation des thermopompes qui chauffent maintenant jusqu'à -30. Évidemment, l'efficacité diminue plus la température est bas, mais c'est de plus en plus courant. Les fournaises sont présentes dans les régions plus nordiques où est-ce que l'électricité est fournie par les génératrices au diesel, mais c'est moins commun. Puis au gaz, on ne le voit pas vraiment. Stratégie de CVC pour prévenir la moisissure. Choisissez un générateur d'air chaud ou de chaleur, une climatisation de puissance appropriée en calculant correctement les pertes et les gains de chaleur. Le CNB exige que la puissance des systèmes soit conforme à la norme CSA F280. Les conduits doivent être conçus et installés adéquatement. Sceller les joints de conduits de l'installation à LPC. Ventiler, bon, redonner de la place au vide dans CVC, donc assurer que c'est bien ventilé. Filtrer l'air qui entre dans la maison et dans le générateur d'air chaud. Déshumidifier adéquatement l'air, le cas échéant, et tenir dûment compte de la sécurité de la combustion.
des conduits ont une incidence sur la qualité de l'air intérieur. Réduisez au minimum la poussière et les résidus de construction d'air conduit. Couvrez les bouches d'évacuation et utilisez des radiateurs de construction pendant la construction. Scellez les conduits pour diriger l'air là où il faut. Utilisez du mastic ou du ruban métallique pour le faire. Les fuites d'air côté alimentation peuvent pousser l'air potentiellement humide dans les cavités cachées et plus froides. Les fuites d'air côté retour peuvent attirer des polluants dans le réseau de conduits et les diffuser dans le logement. Placez les conduits dans les espaces conditionnés à l'intérieur du barrière thermique et pas dans les murs extérieurs ou les vides sous toit ou les garages. Oups. Système de chauffage au bois. Pour éviter les problèmes d'humidité, le bois doit être séché à l'extérieur, comme on avait discuté déjà. Pour que la température soit uniforme dans toutes les pièces des domiciles munis d'une poêle à bois, on a besoin d'une source de chaleur d'appointe, comme des plaintes électriques, ou au minimum des ventilateurs qui aident à mélanger l'air. Selon le code, il te faut des plaintes électriques. Le poêle à bois peut jamais être ton source de chauffage primaire. Les pièces qui deviennent froides ou qui ne reçoivent que très peu de chauffage sont ajustées aux problèmes d'humidité et de la moisissure à cause de la condensation. Les ventilateurs d'extraction à haut débit peuvent provoquer un refoulement dans les appareils de chauffage ou au bois et introduire du gaz de combustion dangereux dans les maisons. Déshumidificateur. Chaque maison dotée d'une sous-sol ou une vide sanitaire conditionnée devrait être équipée d'un déshumidificateur. Un déshumidificateur dédié est souvent la seule façon pratique et plus coûteuse de contrôler l'humidité intérieure. Le logement avec une climatisation devait eux aussi comporter un déshumidificateur, étant donné que la climatisation est généralement pas nécessaire au printemps et à l'automne lorsque le déshumidificateur peut être requis. Les déshumidificateurs peuvent être coûteux et consomment beaucoup d'électricité, donc les appareils homologués Energy Star peuvent contribuer à réduire les charges opérationnelles. C'est idéal de drainer le déshumidificateur par un avaloir ou sous-sol ou un autre endroit pour éviter à vider le bac du réservoir tout le temps. Puis comme tu vois, quelques notes ici sur les déshumidificateurs et tout ça. Puis la climatisation également. Puis le climatiseur peut servir à sécher la maison un petit peu, mais pas autant. Ventilation mécanique, donc soit un échangeur d'air ou un ventilateur récupérateur de chaleur, échange l'air intérieur avec l'air extérieur. Comme tu vois, le diamant au milieu de cette machine-là, c'est un corps qui a des veines un petit peu comme ça. Il y a des veines d'air intérieur, des veines d'air extérieur qui passent dans un matériau corrugé, puis dégagent du chaleur côté intérieur qui transfère vers le côté extérieur. Donc l'air frais ça devient chauffé un petit peu avant de rentrer dans la maison, qui le rend bien plus confortable que si c'est pas chauffé. Il est supposé d'avoir une distribution de l'air dans toutes les pièces du domicile, de la maison, une circulation de l'air dans les pièces. Il ne suffit pas d'évacuer l'air vissé et l'introduire de l'air frais à travers l'enveloppe. La ventilation ne se limite pas à faire entrer l'air extérieur et évacuer l'air vissé. Pour être efficace, le système de ventilation doit échanger l'air intérieur avec l'air extérieur. Traiter l'air extérieur de manière à ce qu'il soit acceptable pour les occupants. Distribuer l'air dans chaque pièce de la maison et faire circuler l'air dans chaque pièce. C'est pourquoi les exigences de ventilation ont été modifiées dans les codes. Elles sont passées d'une simple ouverture dans les fenêtres à des ventilateurs d'extraction, puis finalement à des systèmes plus performants comme une VRC. Ventilation mécanique, oups. Elle évacue l'air vissé et humide de la cuisine, de la salle de bain et de la buanderie. Elle apporte et distribue l'air frais et sec aux chambres et aux principaux espaces habités. Elle est agréable, silencieuse et contrôlable. Elle filtre l'air entrant frais. Elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée de façon sûre avec des appareils de combustion sans qu'il y ait refoulement ou émanation de gaz de combustion. Elle est éco-énergétique, donc équipée d'un récupérateur de chaleur. La ventilation mécanique et le contrôle des sources de pollution sont nécessaires pour assurer une qualité raisonnable de l'air intérieur. Ils doivent être suffisants pour éliminer les polluants et limiter générés à l'intérieur ou pour diluer leur concentration à des niveaux acceptables pour la santé et le confort des occupants.
Ventilation mécanique. La ventilation permet de contrôler l'humidité. La ventilation est un excellent outil pour gérer l'humidité dans les domiciles en hiver. Plus l'air extérieur est froid et sec, plus le système de ventilation peut éliminer l'humidité. Un exemple, quand la température de l'air extérieur est de -10, une ventilation continue de 60 pieds cubiques par minute peut extraire quotidiennement au moins 20 litres d'humidité de l'air intérieur. Mais quand l'air est à 0 degré, 0 degré, ventilation continue du même capacité, il peut extraire juste 12 litres d'humidité. Donc, l'air contient bien moins d'humidité quand c'est froid et sec. Ventilation mécanique. Dans quelle mesure avez-nous besoin suffisamment pour compter l'humidité et les polluants auxquels les occupants sont exposés dans leurs activités quotidiennes? Suffisamment pour accueillir un grand nombre d'occupants du moins à court terme, suffisamment pour extraire ou diluer l'humidité et les polluants présents dans les matériaux de construction. L'humidité saisonnière est présente dans les matériaux et les émissions aussi de gaz COV. Ça, c'est dans la première année plutôt. Le tableau conformant au CNB indique l'exigence minimale en fonction du nombre de chambres pour un logement. Cet exemple concerne un domicile de 3 chambres. Les logements plus grands doivent respecter une autre partie du code de bâtiment. Quand tu dépasses 5 chambres, c'est un autre standard. Résumé de la ventilation, le facteur d'humidité. Construire un domicile étanche et le ventiler correctement est plus efficace que compter sur les infiltrations d'air pour s'assurer la ventilation. Les habitations nécessitent une ventilation mécanique. La ventilation est nécessaire pour évacuer l'air humide et les odeurs et pour faire entrer l'air frais. Une VRC constitue la meilleure stratégie pour gérer l'humidité et améliorer la qualité de l'air, mais les occupants doivent bien comprendre son fonctionnement. Une VRC n'est efficace que s'il est bien conçu et installé, puisque les occupants l'utilisent et l'entretiennent correctement. Le VRC doit être facile à accéder, puis entretenir. Puis aussi, c'est supposé rouler toute l'année, pas juste en hiver. Section 4, navet pour prévenir la moisissure. Je m'excuse pour le fait qu'on dépasse, mais il y a beaucoup de matériaux pour couvrir dans 1 heure et demie. Nous savons que la moisissure se propage à l'intérieur en présence d'humidité. Par conséquent, nous devons contrôler l'humidité à l'intérieur et améliorer l'étanchéité de l'enveloppe extérieure du bâtiment. L'étanchéisation à l'air et l'isolation, qui sont des éléments courants des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, sont doublement avantageuses. En plus de faire économiser de l'énergie, elles éliminent presque toujours l'humidité et la moisissure. Les problèmes d'humidité peuvent être évités. Ils ne se produisent pas tant que l'eau ne passe pas d'une source à une partie d'un bâtiment qui devait être sec. Éliminer les sources d'eau. Contenir les sources d'eau est la méthode la moins coûteuse et la plus rentable pour éviter la condensation. Il ne faut pas pour autant cesser de se doucher ou de cuisiner, des ventilateurs d'extraction dans la salle de bain et la cuisine et une sécheuse correctement branchée peuvent éliminer une grande quantité d'humidité. Les fondations doivent être conservées au sec. Tous les permanents fuient. Toutefois, une pratique exemplaire pour limiter les dommages causés par l'eau est d'assurer une isolation et l'étanchéisation à l'air au moyen d'une membrane de protection contre les intempéries. Le mélange de l'air froid extérieur avec l'air humide du vide sous toit cause la condensation ou du givre. L'humidité à l'intérieur doit être suffisamment basse pour empêcher la condensation sur les fenêtres. Un domicile doit être équipé d'un bon système de ventilation. Toutes les connaissances liées aux constructions résidentielles s'appliquent aux habitations existantes. On avait toujours selon l'approche systématique de la maison. Ce webinaire a d'abord porté sur la construction résidentielle et maintenant temps d'appliquer ces nouvelles connaissances aux rénovations. Dans les vieux logements, l'installation de nouvelles fenêtres et portes est la mesure de contrôle de l'humidité la plus importante. La seconde rénovation la plus avisée est l'étanchéisation à l'air de l'enveloppe extérieure du bâtiment. L'installation d'un écran pare-pluie permet de créer des cavités derrière le permanent afin de favoriser le séchage. Régler toutes les ombres problématiques à l'extérieur de maison comme un nivellement adéquat autour du bâtiment. Les logements existants sont uniques et nécessitent du temps, mais des rénovations peuvent être réalisées avec des solutions pratiques aux problèmes d'humidité et de moisissure. Bon,
Arrêtez de tester et commencez à réparer. Si vous avez trouvé de la moisissure, arrêtez vos tests. Vous connaissez déjà la situation, commencez les réparations. Connaître le type de moisissure ne sert à rien. Les procédures de nettoyage sont les mêmes, peu importe le type de moisissure. Enlever la moisissure et éliminer les sources d'humidité. Il est important de reconnaître le rôle des occupants dans le problème d'humidité et de la moisissure. Élaborer un plan pour éliminer rapidement et en profondeur la moisissure et suivre ce plan à la lettre. Si vous ne devenez, déterminez, excuse-moi, si vous ne déterminez pas et n'éliminez pas la cause, la moisissure se propagera de nouveau. Dans certains cas, les dommages causés peuvent être si importants que vous devrez décider si la maison vaut la peine d'être rénovée ou conservée. Sous-sol ou vide sanitaire. Réglez d'abord des problèmes d'humidité. Si vous ne pouvez pas régler les problèmes d'humidité, envisagez de remplacer les fondations ou de les séparer de l'espace intérieur. Couvrez les planchers en terre battue en y déposant une membrane de polyéthylène ou mieux encore un vêtement de plastique blanc, renforcez et scellez les joints. Isolez les murs de fondation de préférence par l'extérieur. De cette façon, vous pouvez aussi améliorer l'imperméabilisation et corriger les réseaux d'évacuation périmétriques. Étanchisez à l'air et isolez les solives de rive, c'est-à-dire les cavités entre les solives de plancher au niveau du mur de fondation. Tenez toujours compte de la nécessité de s'attaquer à la source d'humidité en premier lieu ou dans le cadre des rénovations. Si vous ne pouvez pas régler le problème d'humidité, comme exemple nappe phréatique trop élevée, vous devez peut-être remplacer et soulever la fondation ou séparer l'espace de fondation de l'espace intérieur avec un isolant, une pareur, une par-vapeur. Sous-sol ou vide sanitaire, installez une pompe de puissard munie d'un couvre-sel scellé pour gérer le drainage périmétrique. Installez un déhumidificateur, mais seulement dans les espaces qui sont chauffés, évidemment, sinon ça va geler. Scellez les éventuelles cavités ou fissures dans les murs de fondation. Corrigez la pente autour du bâtiment et installez des margelles de fenêtres, le cas échéant. Veillez à ce que les gouttières se vident loin des fondations. Les exemples qu'on voit ici dans les photos, c'est des vides sanitaires très mal conçus, très mal entretenus. C'est vraiment pas ça qu'on veut voir. Comme je dis, ça devait être un espace intérieur, puis ça n'a pas l'air d'un espace intérieur, vraiment. Rénovation des murs extérieurs. 4 raisons principales de rénover les murs extérieurs. Réparation des fuites d'eau dans les murs, en particulier autour et en dessus des fenêtres. Remplacement des fenêtres par des fenêtres à rendement élevé. Remplacement du parement défectueux ou détérioré. Amélioration éco-énergétique. Ces situations offrent les possibilités suivantes. Améliorer la gestion de l'eau, atténuer les problèmes d'humidité et de moisissure, assurer une étanchéisation à l'air et une isolation afin de réduire les charges opérationnelles, améliorer le confort, puis améliorer l'apparence extérieure de l'habitation. C'est pas mentionné nulle part, mais c'est aussi important de prendre en compte la santé des occupants lors des rénovations. Souvent, c'est idéal de les faire sortir du maison durant les travaux, mais sinon, c'est important de diviser l'espace habité de l'espace de travail en utilisant du polyéthylène, des portes des portes à, je ne sais même plus, non, zipper door, des portes à zipper. Excuse-moi, je ne sais même plus le mot. Anyway, c'est important juste d'être certain que l'air de l'espace d'innovation ne rentre pas dans l'air où est-ce que les occupants se trouvent. Conçu en avant en passant aux occupants. Lorsque vous appliquez l'approche systématique de la maison, n'oubliez pas les occupants et jouez un rôle direct pour déterminer si l'habitation comporte de la moisissure. Certains problèmes de moisissure sont liés à une mauvaise construction, tandis que d'autres sont liés à un mode de vie, aux habitudes et à l'entretien. La moisissure ne peut pas se développer dans un logement sec et propre. Pour éviter la moisissure, il faut suivre des pratiques exemplaires de construction, assurer une gestion et un entretien efficace et avoir des habitudes de vie saines. Pour faire partie de la solution, les occupants doivent prendre part au processus global d'élimination de la moisissure. Les ateliers de sensibilisation et les visites de suivi auprès des occupants sont l'une des clés du succès. La première étape et le plus important consiste à déterminer et éliminer les sources d'humidité. Elle peut impliquer des réparations majeures ou des modifications structurelles, comme ajouter un isolant ou renforcer la ventilation à l'aide de ventilateurs, et des changements de comportement et d'habitude des occupants potentiellement. Construire en passant aux occupants, continuer. Les constructeurs, les gestionnaires d'habitation et les occupants sont 3 acteurs clés qui doivent travailler ensemble pour réussir à contrôler l'humidité et à prévenir la moisissure.
Il est important d'informer les occupants de leurs responsabilités et de les inclure dans les processus d'entretien du logement et d'élimination de la moisissure. Prévoyez une visite de suivi d'auprès des occupants dans les 4 à 6 semaines après le aménagement pour vérifier la présence éventuelle de moisissure, puis une autre une année après l'aménagement. La stratégie de prévention de la moisissure la plus efficace consiste à ce que les occupants communiquent immédiatement avec le service de logement en cas de problème d'humidité. Celui-ci réglera le problème rapidement et de manière durable. Pour terminer, donc, c'est ça. N'oubliez pas qu'il existe 4 stratégies pour réduire le risque de cumulation d'humidité attribuée à la condensation à l'intérieur des murs et des systèmes de toit dans les climats froids. Réduire au minimum les fuites d'air, réduire l'humidité relative intérieure, utiliser des stratégies d'isolation externe et promouvoir le séchage à l'extérieur. Contrôler la moisissure consiste à contrôler l'humidité. Nous avons vu qu'il existe divers moyens de réduire le risque dès le départ. J'espère que vous retiendrez quelques-uns des points clés couverts pour construire et rénover en gardant à l'esprit la relation entre l'humidité et la moisissure. Puis, merci et bonne chance dans vos démarches de construction et de rénovation. Puis, je voulais juste remercier aussi John Kudrowski et le ANA BPN qui préparaient cette présentation. Puis, c'est très bien en passant. Merci beaucoup pour ça. Puis, pour leur aide aujourd'hui. Il y avait quelques questions. Je vais juste aller voir ça. Puis, je suis désolé qu'on a dépassé de 15 minutes.